Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence sur ce webinaire qui va qui va traiter du sujet du mandat de protection future et de l'immobilier locatif. Savoir dans quelle mesure on peut gérer de l'immobilier locatif face à une situation d'incapacité. Je m'appelle Mélanie Parnot, je suis avocate et je dirige une entreprise dont la mission est de promouvoir le mandat de protection future via une plateforme Ouais. qui s'appelle Alix Génial, Accompagne. pourquoi? Ce webinaire va se dérouler en 3 étapes. La première étape va plutôt aborder la question de l'absence d'anticipation. Voilà, je suis face à quelqu'un qui a un patrimoine immobilier locatif. Je n'ai pas anticipé. Du jour au lendemain, il se retrouve en perte de capacité. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les risques? Quelles sont les difficultés qu'on va rencontrer sans anticipation? La deuxième partie de ce webinaire va concerner la mise en évidence de l'intérêt de mandat de protection future pour assurer la continuité de la bonne gestion de ce patrimoine immobilier locatif. Et après, on ira sur du pratico-pratique. Voilà, concrètement, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour faire en sorte que ce soit le plus efficace possible. Donc, voilà pour cette introduction. Donc, sachant que l'idée, c'est de commencer sur, ben voilà, la plupart des personnes, 93% des personnes en France ne connaissent pas le mandat de protection future. Donc, il est fort à parier que la plupart des personnes qui ont un patrimoine immobilier locatif n'ont pas de mandat de protection future. C'est probablement, voilà, la très, très grande majorité des personnes. Donc, demain, ils ont un accident ou ils développent une maladie, ils ont un AVC. Qu'est-ce qui se passe pour la gestion de leur patrimoine immobilier locatif dans ce cas-là? Alors déjà, quand on parle de patrimoine immobilier locatif, en fait, ça correspond à une réalité assez diverse sur le terrain. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Ça peut être de l'immobilier locatif que je détiens directement, c'est-à-dire je suis propriétaire d'un bien immobilier ou de plusieurs biens immobiliers qui peuvent être soit nus, soit mis à disposition meublée, à usage d'habitation, à usage commercial, de bureau, de garage, etc. Donc ça veut dire qu'on a vraiment, ne serait-ce que sur la typologie de biens, c'est assez varié. Ensuite, ça peut être effectivement sous forme de société. Ce qui est assez fréquent, c'est vrai que l'immobilier locatif est souvent détenu soit par une SCI, et si on est dans une logique plus de gestion de patrimoine, de diversification, on va pouvoir être aussi titulaire de parts de SCPI, de Société civile de placement immobilier. Donc, c'est vrai que voilà, quand on parle de immobilier locatif, c'est pas une chose en particulier, c'est plein de biens différents qui, en matière de droit de la protection, vont poser des questions, qui vont amener à se poser des questions qui sont différentes. Donc déjà, pour commencer, s'il n'y a pas eu d'anticipation et qu'on se retrouve face à une perte de capacité, on ne va pas avoir 36 000 solutions, on en a grosso modo deux. Alors en résumé, tutelle, ça peut être aussi curatelle renforcée selon les situations, mais partons vraiment d'une situation de perte de capacité complète. Ce sera tutelle ou habilitation familiale avec représentation. Et donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec quelqu'un. Moi, j'ai déjà eu le cas d'une personne qui se retrouvait dans un coma artificiel du jour au lendemain. Ça a duré malheureusement un certain temps. Pendant ce temps-là, il se trouve que ce monsieur qui était propriétaire d'un patrimoine immobilier assez important via des sociétés, eh bien, on était à se demander, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a des baux qui sont en train d'arriver à terme, il y a des axes, il y a des choses à faire, des factures à payer, comment on fait? Le monsieur est dans le coma, on ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment une situation qui ne doit pas durer. Sauf que quand on n'a rien anticipé et que malheureusement la situation perdure, on se retrouve dans une zone grise où finalement la personne ne peut plus, mais il n'y a personne pour prendre le relais, si ce n'est de manière illégale, en tout cas voilà, en essayant de contourner le problème. Si on veut vraiment régler la difficulté, il va faire une demande de protection et là, ça prend beaucoup de temps. Les mesures de protection, quand on veut les obtenir, on en a
à peu près un délai de 6 à 12 mois pour obtenir une mesure de protection. Une fois qu'on a obtenu la mesure de protection, on va avoir effectivement, par exemple, une tutelle. Le tuteur qui a été désigné, eh bien, il va devoir changer d'approche de gestion puisqu'il est soumis à l'article 496 alinéa 2 du Code civil qui prévoit que le tuteur doit mener une gestion prudente. Et à ce titre-là, souvent, il va même, si il y avait un gestionnaire de patrimoine qui était en charge, souvent, il va y avoir changement de gestionnaire de patrimoine parce que le tuteur, si c'est un tuteur professionnel, par exemple, il va avoir l'habitude de travailler avec un autre gestionnaire de patrimoine et il va donc y avoir certainement des changements des conseils qui étaient autour de la personne. En tout cas, ça arrive très régulièrement. Deuxième point très important, c'est que le tuteur, il ne va pas pouvoir faire tous les actes de manière libre. Tous les actes de disposition vont devoir être faits avec l'autorisation du juge des tutelles. Et là, ça pose aussi un problème de délai. On est plutôt sur un délai de l'ordre de 6 mois également quand on doit faire des demandes d'autorisation pour des actes de disposition. Après, on peut se dire, mais enfin concrètement, est-ce que ça va nous gêner sur de l'immobilier locatif? Est-ce que vraiment c'est problématique d'avoir ces délais-là? Est-ce que finalement, ce que pourra faire le tuteur ne sera pas suffisant avec juste des actes d'administration? Alors, il faut, pour répondre à cette question de manière efficace, il faut regarder acte par acte et typologie de bien par typologie de bien en se disant, ben voilà, j'ai de l'immobilier locatif en direct, grosso modo, qu'est-ce que j'ai le droit de faire sans autorisation du juge et qu'est-ce que j'ai le droit de faire, mais malheureusement avec autorisation du juge. Ça, on a la réponse à cette question dans le décret de 2008 qui concerne donc, qui contient cette fameuse liste des actes de disposition et d'actes d'administration que peut faire le tuteur avec ou sans autorisation du juge des tutelles. Pour ce qui est de l'immobilier locatif en direct, ce qu'on voit, c'est que effectivement, il y a quand même une latitude qui reste sans l'autorisation du juge, puisqu'on a tout ce qui est conclusion des baux d'habitation, euh, les travaux d'amélioration utile et les travaux d'entretien, les votes en AG de copropriété, on va dire courantes, article 24 de la loi de 65, pardon. Les actions en justice, effectivement, le tuteur peut les mener sans autorisation. Il peut percevoir les loyers et signer les contrats de gestion locative, puisque on est dans l'administration. Par contre, on va quand même avoir tout un tas d'actes qui relèvent vraiment des actes de disposition. Dès lors qu'on est sur de l'immobilier à usage professionnel, commercial, etc., là, on est sur de l'acte de disposition. Donc, ça veut dire que si la personne détient des biens immobiliers plutôt à usage non de résidence, non résidentiel, là, on va être plutôt sur des actes de disposition. Donc, ça veut dire qu'on va être bloqué. Pour tout ce qui est baux commerciaux, ruraux, industriels, artisanal, professionnels, mixtes, on est sur des actes de disposition. Pour ce qui va être évidemment des grosses réparations, c'est-à-dire que s'il y a vraiment une difficulté sur l'immeuble et qu'il faut agir, en général, il faut agir vite quand il y a ce genre de difficulté, eh bien là, on va être bloqué parce qu'il faudra obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour les lancer. Pour tout ce qui est copropriété, c'est un peu du même ordre. S'il y a des travaux importants à faire, en tout cas, on ne pourra pas participer au vote. Ce qui est quand même gênant quand on est sur de l'immobilier direct. Puisque c'est quand même, il y a un impact sur la vie sur le bien et sur les finances. Si jamais il doit y avoir une transaction, un accord transactionnel dans le cadre d'un conflit locatif, par exemple, il faudra aussi l'autorisation du juge. Et enfin, les deux points essentiels, c'est que ces revenus, si on considère que c'est des excédents de revenus, c'est-à-dire que c'est de l'argent dont n'a pas besoin la personne au quotidien et qu'elle avait plutôt tendance à placer, ces excédents de revenus, le placement de l'emploi de ces excédents de revenus, c'est de l'acte de disposition. Et évidemment, l'achat, la vente, la donation, le démembrement, le remploi du prix, tout ça, c'est aussi de l'acte de disposition. Donc ça veut dire qu'on a quand même un paquet d'actes qui vont être soumis à l'autorisation du juge des tutelles, sachant que pour ce qui est de la vente, il faudra en plus 2 avis ou une expertise en cas de vente du bien immobilier pour pouvoir obtenir l'autorisation du juge des tutelles, parce que c'est sur base de ces avis
que le juge des tutelles autorise ces actes. Donc, on est sur des délais qui sont importants et donc une grosse insécurité juridique. On est vraiment sur un problème d'intervention du juge sur pas mal d'actes, finalement, rien que sur l'immobilier locatif direct. Sur maintenant, l'immobilier locatif via SCI. Alors, en matière de SCI, le souci que l'on va avoir, c'est d'avoir une transmission de gérance. Parce qu'au final, bon, il y a le quotidien qui est géré par le gérant. On a les actes d'administration qui sont tout ce qui est vote en AGO et perception de dividendes, ça, il n'y a pas de difficulté. Pour tout ce qui est vote euh, qui concerne la modification des statuts, l'agrément de nouveaux associés, la vente de l'immeuble, la souscription d'un emprunt, tout ça, c'est un acte de disposition. Et toujours pareil, l'emploi d'excédents de revenus et tout ce qui va être cession, démembrement, remploi, avec toujours la nécessité, en cas de vente, d'avoir une expertise ou deux avis pour pouvoir obtenir l'autorisation. Alors, le point complémentaire par rapport à ça, c'est que du coup, quand on est sur de la SCI, certainement que la personne qui est à la tête de ce patrimoine est également le gérant de la SCI. Donc, il faut aussi prévoir d'organiser la transmission, en fait, une gérance successive pour faire en sorte qu'en cas d'incapacité, on ait quelqu'un qui prenne le relais. Le souci, c'est que vous allez devoir organiser une assemblée générale. Or, vous ne pouvez pas convoquer l'AG si vous n'êtes pas gérant. Or, le gérant est lui-même en incapacité. Donc, ça va être quand même une démarche un peu compliquée qui va nécessiter, sans anticipation, d'avoir recours à la saisie du tribunal judiciaire pour obtenir la désignation peut-être d'un administrateur provisoire en parallèle de la tutelle, pour faire en sorte qu'on ait à nouveau un gérant qui soit désigné et qui fasse en sorte que la société puisse poursuivre son activité, entre guillemets, locative normalement. Donc, au-delà de la question des tutelles, il y a aussi la question de la poursuite d'activité, de la poursuite de gérance de la SCI. En matière de SCPI, alors il n'y a pas cette difficulté de gérance puisqu'on est sur un outil qui est un outil professionnel, qui est réglementé, où on a l'AMF qui contrôle évidemment, donc on est moins embêté. Il y a assez peu d'actes de disposition finalement qui sont à assumer en fait par la personne qui détient les parts de SCPI. En fait, le sujet, c'est essentiellement la question de la revente, de la cession, en fait, d'éventuellement du démembrement des parts sociales de SCPI et l'exercice du droit de retrait si on a besoin d'argent. Voilà. Donc, alors sur la question de la cession, comme pour les SCI et la vente du bien immobilier, on a besoin de deux avis ou d'une expertise pour que le juge des tutelles autorise. Après, pour le retrait, c'est plus compliqué parce qu'en fait, le retrait, vous allez devoir le faire à un prix qui est fixé finalement par par le, le- le- le gérant de la SCPI. Et donc, ça veut dire que ça va être plus compliqué d'obtenir une autorisation du juge des tutelles parce que vous pourrez difficilement, comme le prix est fixé unilatéralement par le gérant de la SCPI, ben, en fait, ça va être en fonction au jour où vous obtiendrez l'autorisation, ben, c'est le prix qui sera, on va dire, fixé ce jour-là. Donc, ça, c'est assez finalement compliqué d'obtenir un exercice de droit de retrait dans le cadre d'une tutelle parce qu'on va avoir du mal à obtenir une autorisation du juge sur un prix précis. Voilà, donc du coup, après, c'est vrai que c'est souvent quand on a de la gestion immobilière, ben, on va avoir un peu de tout. En gros, la personne va avoir un peu de patrimoine immobilier direct en SCI et par SCPI en fonction de ses objectifs et on va dire des avantages fiscaux que peut représenter certaines solutions par rapport à d'autres. Alors, ceci étant dit, voilà, on est sur une situation qui est plutôt une situation de blocage avec du coup un problème de continuité et une grande lenteur dans les décisions importantes.
Alors, on peut se dire, bon, mais si on obtient une habilitation familiale, vous savez qu'une habilitation familiale, c'est une mesure de protection qu'on va pouvoir demander lorsque les relations familiales sont harmonieuses, qu'on a quelqu'un de proche de la famille qui peut assumer la mesure de protection et qu'il y a voilà, un patrimoine qui est relativement modeste. Donc, l'avantage de l'habilitation familiale, c'est qu'elle va permettre à la personne habilitée de faire tous les actes qu'un tuteur peut faire avec ou sans autorisation, sans autorisation. Donc en soi, c'est vrai que ça paraît être la solution la plus évidente. Pour autant, on le sait, qui fais des demandes de protection, l'habilitation familiale, elle n'est pas toujours obtenue, surtout s'il y a un patrimoine immobilier significatif. Le juge des tutelles, il risque de le refuser, considérant que une habilitation familiale, c'est une mesure de protection sans contrôle sur la manière de gérer le patrimoine. Et donc, le juge des tutelles peut tout à fait se dire que en absence de contrôle, ça ne lui paraît pas évident de confier un tel patrimoine à un membre de la famille sans que ça dérape. Donc, c'est la raison pour laquelle, en général, quand il y a du patrimoine, il va aller plutôt sur une mesure de tutelle et donc on aura toujours cette problématique de, euh, de délai avec toutes les autorisations qui sont nécessaires. Donc, on va se poser la question de est-ce que le recours à un mandat de protection future, qui nécessite évidemment une démarche anticipée, va être une solution pertinente dans le cadre de la gestion d'un patrimoine immobilier locatif. Alors, le mandat de protection future, sa grande particularité, c'est qu'il va permettre, comme l'habilitation familiale, de donner pouvoir aux mandataires de protection future de réaliser tous les actes patrimoniaux, mais que peut faire le tuteur avec ou sans autorisation, mais sans autorisation du juge des tutelles. La seule chose, et c'est pareil qu'en habilitation familiale, pour le coup là c'est équivalent, le mandataire de protection future ne peut pas faire les actes de disposition à titre gratuit. Dans ce cas-là, il a besoin de l'autorisation du juge des tutelles. C'est pareil en habilitation, c'est l'article. Donc, c'est l'article 490. Et donc, à ce titre, effectivement, s'il doit y avoir des donations, il faudra demander l'autorisation. Alors, ça veut dire que notre mandataire de protection future, il peut faire tous les actes de disposition à titre onéreux. Et donc, si on reprend toutes les propositions, toutes les listes d'actes que je vous ai présentés sur les diapositives qui concernaient la tutelle, eh bien, tous ces actes-là, ils pourront être réalisés par le mandataire de protection future sans autorisation. Et il pourra également faire les actes de disposition, mais cette fois-ci avec autorisation. Mais là, on est sur des actes qui sont plus ponctuels, puisque la donation, par exemple, effectivement, si on a besoin de la faire, on pourra toujours solliciter l'autorisation du juge. Donc, si on reprend les exemples, par exemple, il pourra faire sans autorisation le vote en Assemblée générale de copropriété, mais de toutes les décisions, articles 24, 25, etc. Il pourra employer librement les excédents des revenus sans passer par une autorisation du juge, conclure les baux commerciaux, ruraux, professionnels, vendre un bien immobilier, sauf s'il s'agit de la résidence principale, mais là, on part de la logique qu'on est sur l'immobilier locatif, donc c'est forcément pas la résidence principale. Il pourra céder les parts, exercer le droit de retrait pour les CPI, céder les parts de SCI. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment sur une latitude assez importante. Donc, en termes de, quand on accompagne des personnes qui ont de l'immobilier locatif, c'est vrai que c'est assez logique de leur dire, faites un mandat de protection future, parce que si demain vous êtes en incapacité, vous aurez un mandataire qui pourra vraiment prendre le relais et assurer de la gestion de manière très fluide et sans avoir un délai, parce qu'un mandat de protection future, ça s'active en 15 jours, 3 semaines, là où une demande de protection, ça prend plusieurs mois. Et ensuite, pour toutes les décisions, tous les actes de disposition, même pas d'autorisation à demander, donc une rapidité dans la mise en œuvre qui est vraiment très différente d'une mesure de protection de type tutelle. La seule chose, effectivement, c'est que, par exemple, si il doit y avoir donation à un moment donné avec réserve d'usufruit par exemple, de part de SCI ou de part de SCPI,
eh bien, on sait bien que il faudra l'autorisation du juge des tutelles, mais on va voir que via l'expression de volonté de manière anticipée par un coffre-fort de volonté, on va faciliter la réalisation de cette opération. Alors concrètement, si on met en place un mandat de protection future, quel est le champ des possibles pour le faire? D'abord, il faut savoir qu'il y a quand même un énorme espace de liberté contractuelle dans le mandat de protection future. On va pouvoir, par exemple, désigner un mandataire spécifique pour la gestion de patrimoine et peut-être d'autres mandataires pour la partie protection de la personne et protection des autres biens. Et notamment, par exemple, gestion du budget quotidien de la personne. On va pouvoir aussi éventuellement nommer, par exemple, un professionnel, alors j'ai gestionnaire de patrimoine, mais ça peut être aussi un avocat, voilà, tout type de professionnel peut être désigné comme observateur pour s'assurer que en fait, le suivi du mandat se fait correctement. On peut aussi désigner un contrôleur spécifique, parce que c'est que dans un mandat de protection future, mais on a un système de contrôle qui doit être mis en place. Et ça peut être tout à fait un contrôleur spécifique pour la partie gestion de patrimoine et un autre contrôleur pour le reste de la vie de la personne. On peut aussi combiner le mandat de protection future avec une fiducie. On peut tout à fait imaginer que toute la partie gestion de patrimoine soit confiée, soit mise sous fiducie sous conditions suspensives et qu'en parallèle, on fasse un mandat de protection future pour la personne et pour les autres biens, s'il s'avère que c'est plus pertinent de procéder de cette manière-là. Ça va dépendre de l'importance. Voilà, sur un patrimoine immobilier locatif très important, ça peut avoir du sens de le coupler avec une fiducie. Donc, en parallèle de ça, on va pouvoir inviter, donc on rédige le mandat de protection future et en parallèle, on va pouvoir inviter la personne à exprimer des volontés parce que l'avantage du mandat de protection future, c'est qu'on est dans l'anticipation, donc on a la possibilité de se poser plein de questions sur quelles seraient ses volontés si malheureusement une incapacité survenait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette expression de volonté, elle est très importante parce que c'est le fondement même du droit de la protection. Selon l'article 12.4 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, les mesures de protection, elles doivent être exercées dans le respect de la volonté de la personne. Et c'est vrai que ça, c'est un point essentiel, sauf que quand on est dans la pratique et qu'on se retrouve face à quelqu'un en perte de capacité, il n'a souvent rien exprimé au préalable et donc on est finalement... on a un principe, mais il n'a pas de réalité terrain parce que la personne n'a pas organisé cette expression. Et ce que dit en gros la Cour de cassation sur le sujet de l'expression de volonté, c'est que le mandataire de protection future doit chercher cette volonté par tout moyen. Et c'est la raison pour laquelle il faut réfléchir à un moyen d'expression de volonté de manière anticipée. Alors, quel type de volonté on va pouvoir exprimer? Par exemple, le maintien des conseils qui sont autour de soi. Voilà, on ne veut pas changer d'expert comptable, de conseiller de gestion de patrimoine, d'avocat. Voilà, on veut que soient maintenues ces relations avec les professionnels. Et puis, on peut aussi indiquer comment on souhaite que son patrimoine immobilier soit géré en cas d'activation de ce mandat, c'est-à-dire en cas de situation de perte de capacité. Quel bien vendre prioritairement, comment employer les excédents de revenus ou les prix de vente, quels souhaits en matière de donation du patrimoine immobilier, etc. Donc tout ça, du vivant de la personne, mais en situation d'incapacité, qu'est-ce qu'elle souhaiterait que l'on fasse de son vivant avec son patrimoine immobilier pour faire en sorte que ses objectifs soient respectés, ses volontés soient respectées. Donc toutes ces réponses, la question, c'est où est-ce qu'on va les mettre? Est-ce qu'on va les écrire directement dans le mandat de protection future, du type, voilà, je veux que mes excédents de revenus soient placés sur telle assurance vie, ou bien je veux que, voilà, si jamais je me retrouve en perte de capacité, je veux quand même qu'on donne avec réserve d'usufruit tel et tel bien à mes enfants. Mais si on les met dans le mandat de protection future, on n'a pas la possibilité de le corriger, donc ça veut dire qu'on sera obligé de révoquer le mandat et d'en refaire un autre. Si on le met par un acte séparé, parce qu'on peut, finalement, comme on peut, ses volontés doivent être respectées, il faut juste en assurer l'expression et en permettre d'avoir une conservation de ses volontés. Ce n'est pas obligé de le mettre dans le mandat, ça peut se faire par tout moyen, comme le dit la Cour de cassation. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait le faire par un acte sous sein privé, séparé, qu'on pourrait voilà, conserver. Le problème, c'est que le mandataire qui est désigné, il n'est pas certain qu'il ait la bonne dernière version des volontés. C'est pour ça qu'on
on a imaginé ce système de coffre-fort de volonté qui va permettre à la fois d'exprimer les volontés, de générer un document PDF et de le signer numériquement dans ce coffre-fort qui assure à la fois la construction, enfin la génération de cet acte unilatéral d'expression de volonté, mais aussi son suivi, savoir quelle est la volonté, la dernière volonté qui a été exprimée sur tel et tel sujet. Donc voilà concrètement ce qui va permettre d'avoir avec un mandat de protection future d'un côté et un coffre-fort de volonté qui va assurer, on va dire, la précision hein, sur les volontés, on va permettre, en cas de perte de capacité, d'avoir une continuité et le respect vraiment des volontés des personnes sur le sujet, sur le sujet de la gestion du patrimoine immobilier locatif, pour lequel on voit qu'il y a un enjeu quand même de ne pas se retrouver dans une situation de paralysie. On peut avoir voilà, une situation où il y a plusieurs mois de vacances d'un bien parce qu'on n'a pas anticipé et ça coûte très cher à la personne. Jugez-vous pertinent l'utilisation du métier pour anticiper? Ah oui, alors je juge vraiment pertinent l'utilisation du MPF pour anticiper une Alzheimer et même en début de pathologie Alzheimer, on peut tout à fait envisager encore la signature du mandat chez le notaire parce que tant que la personne a encore un minimum ses capacités, elle peut encore le signer. Et effectivement, c'est super important parce qu'une maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est dégénérative qui peut durer assez longtemps. Euh, et du coup, si vous n'avez pas, vous vous retrouvez sur des durées d'incapacité qui peuvent être de plusieurs années. Et c'est effectivement problématique de ne pas anticiper parce que quand on va se rendre compte, souvent, la perte de capacité, il y a un peu une rupture brutale, hein, c'est progressif et d'un coup, il y a une cassure. Et là, on va se retrouver du jour au lendemain à se rendre compte qu'on a besoin de faire certains actes et qu'on ne peut plus les faire. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup mieux d'anticiper que d'attendre. Alors, c'est vrai que souvent, on oriente vers l'habilitation, mais l'habilitation, moi, je peux vous le dire, j'en demande régulièrement. Et on a des délais qui sont quand même trop longs et difficiles voilà. Et ça nécessite on va dire une configuration familiale parfaite, ce qui n'est pas toujours le cas. On voit ce qu'il faut comprendre, c'est quand l'incapacité, la maladie arrive, ça a aussi un effet extrêmement déstabilisateur dans les familles et de la, ça amène parfois du conflit autour des sujets d'argent et pas que, hein, du choix de l'EHPAD, voilà, c'est très. Donc tout ça amène voilà, sans anticipation, ça devient souvent un casse-tête avec l'intervention de professionnels et qui sont mal accueillis par les familles, c'est beaucoup de traumatisme. Donc non, honnêtement, oui, ça vaut le coup. Le mandataire gardant sa capacité juridique. Alors, le mandant gardant sa capacité juridique, oui. En fait, le mandant, il garde sa capacité juridique, effectivement. Donc, ça veut dire il est pas considéré comme... euh, il a encore l'exercice de ses droits lorsqu'il est sous mandat de protection future. Après, c'est surtout au démarrage, quand on active le mandat, que ça permet d'avoir un moindre traumatisme pour la personne. Mais c'est vrai qu'une fois que la maladie dégénère, de toute façon, même si la personne a conservé sa capacité, ça ne va pas changer grand-chose. Mais c'est vrai que c'est moralement déjà difficile de s'admettre en incapacité, en situation d'incapacité. Donc, de devoir perdre en plus tout exercice de ses droits, c'est sûr que c'est vraiment dommage. Le fait que le mandant garde sa capacité n'était pas contradictoire. C'est le principe. Alors en fait, c'est un peu la nouvelle orientation du droit international, hein. L'idée, c'est de maintenir la capacité tant que c'est possible. En fait, on doit essayer de respecter le plus possible l'autonomie de la personne, même si on va dire, elle perd sa capacité au sens de la mettre en œuvre. C'est souvent pas, en fait, c'est souvent comment dire, multiforme et c'est pas linéaire. Vous pouvez avoir des journées où vous y arrivez, des journées où vous n'y arrivez pas. C'est très fluctuant. Il y a des actes que vous voyez, par exemple, j'étais en audience l'autre jour avec un monsieur, il est complètement largué pour son suivi médical, mais par contre, un sou est un sou. Et du coup, il est parfaitement capable, il est très près de ses sous, ce monsieur, et il arrive tout à fait encore à gérer son argent, ce qui est paradoxal, alors qu'il est complètement dépassé par l'aspect médical. Et donc, ça dépend aussi de votre
votre appétence sur les sujets de vie que vous aviez au préalable. Vous n'allez pas perdre toutes vos capacités d'un coup, vous allez perdre sur des sujets sur lesquels vous êtes le moins à l'aise, par exemple. Voilà. Donc, c'est pas finalement contradictoire. Ça met en évidence le fait que ben, on va garder sa capacité sur certaines choses et pas du tout sur d'autres. Et donc, c'est ce côté un peu monolithique de je me retrouve sans tutelle et je peux plus rien faire est souvent en décalage avec la réalité de la personne au moment où elle est mise sous protection. Donc, le mandat, il permet cette adaptation finalement aux besoins. Après, si on est sur quelqu'un qui a un trouble du comportement et qui va avoir des comportements dangereux pour lui, au niveau de son patrimoine, peut-être qu'on sera obligé de révoquer le mandat et d'aller sur une tutelle. Mais on va dire, ça, c'est des cas particuliers. Voilà, dans le cas général, on n'a pas forcément cette problématique. J'espère que ça vous aura apporté une envie de faire le plus possible de mandats de protection future et aussi peut-être de découvrir notre coffre-fort de volonté, enfin notre plateforme Alix Accompagne qui permet de diffuser ce mandat de protection future de manière vraiment, euh, on va dire, qualitative et efficace. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.